90 minutes business, l'invité. De retour dans 90 minutes business avec toujours Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman qui nous a rejoint en plateau et notre invité Stéphane Carcillo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Vous êtes chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. On a besoin de vos lumières évidemment pour décrypter les chiffres de l'emploi salarié publiés ce matin par l'INSEE en France. Alors on va dire que l'emploi fait du surplace. On n'a pas de destruction massive d'emplois, mais en tout cas on n'en crée plus du tout comme au même rythme qu'on a connu ces derniers trimestres et dernières années. Là on est à moins 0,1, on est même légère destruction d'emploi au troisième trimestre. Comment vous interprétez ce chiffre ? Est-ce que ça vous préoccupe ? Est-ce que vous dites c'est un signe avant-coureur de retournement du marché de l'emploi ? Effectivement, on a la crainte effectivement qu'on a un retournement de l'emploi. On est dans une situation où la France a créé énormément d'emplois ces 2 dernières années, en 2000, même ces 3 dernières années, avec plus de 1,2 million d'emplois créés depuis 2019. Une année 2021 très phase, 2022 un peu moins forte. Et cette année, effectivement, on se dit qu'on va être pratiquement plat. Un petit peu de création d'emplois au premier trimestre. Et puis là, plus tellement de création d'emplois, notamment dans les services, qui sont l'essentiel des créations d'emplois aujourd'hui, qui font vraiment totalement du surplace. Alors, c'est logique au vu du ralentissement de l'activité économique. Oui, mais on a longtemps eu un décalage entre les deux. Alors, on avait une croissance toujours faible. Un décalage de 6 mois. On a Même là, ça a duré plus que 6 mois. On a d'habitude un décalage de 6 mois entre le ralentissement économique et l'évolution de l'emploi et du chômage. Je dirais ce qui est un peu nouveau, c'est que... dans les deux sens. Dans les deux sens, bien sûr, dans les deux sens. Ce qui est un peu nouveau, c'est qu'avec les taux de croissance sur lesquels on est, en rythme annuel aujourd'hui, on devrait avoir des destructions d'emplois plus importantes et une montée du chômage plus forte. Ouais. Donc, ce marché du travail, il reste extrêmement résilient au ralentissement économique. Donc, Vous l'expliquez comment ? Alors, plusieurs raisons. D'abord, la situation financière des entreprises est plutôt bonne. Elles ont été beaucoup aidées pendant le Covid. Elles ont réussi, en cette période d'inflation, à passer la hausse des prix des coûts des matières premières et de leurs entrants sur les prix. Et dans le même temps, elles ont eu énormément de mal à recruter. Pour faire face à leurs besoins de recrutement. Elles ont eu énormément de mal. Elles font maintenant ce qu'on appelle du labor hoarding, c'est-à-dire qu'en fait elles retiennent les gens au maximum. Elles ont recruté un certain nombre de personnes, elles ne veulent pas les laisser partir. Elles sont très prudentes justement sur leur plan d'ajustement de la main d'œuvre. Et c'est ce qui génère aujourd'hui des taux de tension sur le marché du travail, un nombre d'emplois vacants exceptionnellement élevé, toujours plus élevé qu'en 2019, alors que le niveau de la croissance n'est plus du tout le même. Donc on est dans une situation un peu paradoxale où le marché du travail reste très très tendu, même si on le voit, les créations d'emplois marquent le pas. Les vacances d'emploi, malgré tout, restent à des niveaux relativement... Et alors, le résultat des courses sur le taux de chômage, c'est pas le seul indicateur, mais bien évidemment qu'il est scruté de très près, ça va être quoi ? C'est qu'on va stagner maintenant autour des 7%. Alors, parce qu'il y a un peu tous les scénarios. Le gouvernement dit non, on va continuer d'ici à la fin du quinquennat à créer encore des centaines de milliers d'emplois par an. C'est c'est vraiment le moteur du plan de stabilité qui a été proposé à Bruxelles pour dire on va faire beaucoup de croissance et derrière vous allez voir on va continuer à créer beaucoup d'emplois. En face, le consensus des économistes, c'est de dire non. On va plutôt avoir un chômage qui remonte autour des 8%. Vous en pensez quoi ? Alors les prévisions aujourd'hui, elles sont très difficiles à affiner parce que on ne sait pas tellement quelle va être la croissance l'année prochaine. On est autour de 1,2, 1,3 en termes de prévision. Ça dépend beaucoup de la politique monétaire. On voit qu'il y a actuellement finalement aussi une pause sur la hausse des taux. Donc ça peut vraiment aider aussi à maintenir la croissance à ces niveaux-là. Autour de 1,2 à 3% de croissance, il est possible qu'on crée des emplois en France. Il y a quelques années, je vous aurais dit à ce niveau-là, le taux de chômage monte. Maintenant, on crée plus d'emplois par point de croissance du PIB qu'il y a 15 ou 20 ans, parce qu'il y a eu des réformes structurelles qui ont abaissé le coût du travail. Il y a eu des réformes plus récentes qui ont modifié les règles de l'assurance chômage. Tout ça, c'est de nature... Les retraites aussi, ça peut jouer. Alors, tout ça, c'est de nature à favoriser les embauches. C'est-à-dire que ça permet de faciliter les embauches.
embauches, ça réduit le coût des embauches pour les entreprises et ça facilite les créations d'emplois. Ouais. L'assurance chômage, par exemple, là, il y a eu 2 vagues de réformes importantes, le changement de calcul de l'allocation, et puis la durée maximale qui a baissé. Ces réformes, elles n'ont pas encore joué sur le chômage, sur les recrutements. Donc c'est typiquement une des réformes qui va jouer dans les mois qui viennent. Donc ça peut aider à maintenir un taux de chômage relativement faible et éviter une remontée trop brusque. Il y a des réformes à venir comme la création de France Travail pour aider alors à la fois à lever des barrières non monétaires, des problèmes de garde d'enfants, de mobilité qui sont des vrais freins parce qu'on a bien sûr, très concrètes. On a des problèmes d'écart entre les besoins des entreprises et la réalité de la main-d'œuvre disponible localement, alors qu'il y a des zones où il y a des zones de chômage plus important. Donc ce problème d'allocation, il doit être réglé par la réforme de France Travail. Puis il y a la création des 15 heures obligatoires d'activité pour les bénéficiaires du RSA, dont on sait que ça va avoir aussi un effet sur l'offre de main d'œuvre. On sait par des réformes. Tous ces effets-là, parce qu'à chaque fois le gouvernement il a dit la réforme du chômage ça va permettre de réduire de temps, la retraite ça va de temps. Est-ce qu'on a déjà des indicateurs sur les impacts que ça a? On n'a pas d'indicateurs précis, je dirais, dans les prévisions pour l'année prochaine. Un certain nombre de ces réformes, notamment celle de l'assurance chômage, sont prises en compte, ce qui permet d'avoir un taux de chômage qui ne remonte pas fortement, dont on pense qu'il va rester proche de 7%, peut-être remonter autour de 7,4%, mais en tous les cas pas vers les 8%. Après, on a des évaluations microéconomiques de réformes similaires dont on sait qu'elles ont des effets. On peut appliquer des sensibilités, mais c'est pas très précis. Le mot de la fin, Jean-Marc. On arrive à la fin. Juste remarque, la première remarque, c'est que le niveau d'auto-entrepreneur stagne, mais n'a pas reculé. Donc il y a peut-être aussi une tendance où l'emploi salarié recule et l'emploi global augmente parce qu'il y a tout un tas de gens qui sont maintenant des vases communicants. Des vases communicants. Donc et la deuxième chose, l'OCDE a fait beaucoup d'études en disant que l'intelligence artificielle, tout ça, elle avait supprimé énormément d'emplois. Est-ce qu'on le sent déjà ou est-ce que ça reste quand même Alors, dans les besoins de recrutement des entreprises en ce moment, une grande partie, c'est des besoins pour des nouveaux profils avec des profils assez techniques qui sont liés à l'adoption de nouvelles technologies. L'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un tout petit pourcentage, parce que c'est encore très peu adopté, même si on pense que ça va aller assez vite. Et l'évidence dont on dispose aujourd'hui, dans les dernières enquêtes, c'est qu'on ne sait pas du tout quel va être l'impact, très honnêtement. Il y a des effets qui peuvent être très positifs, parce que si les entreprises sont plus performantes, elles vont peut-être économiser certains emplois, mais recruter beaucoup d'autres emplois parce qu'en fait, elles sont performantes et donc du coup, leur productivité augmente. Elles peuvent s'étendre et du coup, monter le niveau d'emploi global, mais ce ne seront pas forcément les mêmes emplois. Et puis, il y a des endroits, effectivement, où l'intelligence artificielle peut réduire globalement l'emploi. Je pense à la logistique, je pense à des métiers, effectivement, où on peut économiser beaucoup d'emplois en rationalisant beaucoup avec l'IA. Mais globalement, l'effet est vraiment très très incertain. Sur les métiers très qualifiés, on voit bien que il y a beaucoup de choses dans les métiers qualifiés, la comptabilité, les avocats, etc., les médecins, qui peuvent être faits par l'IA, mais en même temps, le rôle de ces spécialistes vont probablement évoluer. Donc ça ne veut pas dire que l'emploi va être détruit. Donc là, je suis pas très certain qu'on puisse dire que l'IA va être générateur de destruction nette d'emplois. On n'en est pas du tout certain. En revanche, ce qui est très clair, c'est que les entreprises ont des besoins forts en profil de personnes liées aux nouvelles technologies, pas seulement l'IA. Bon. Et là, la question est vraiment très importante. C'est ce qui crée aussi des besoins forts et des tensions sur le marché du travail actuellement. C'est aussi ces profils-là. Ce sera le mot de la fin. Merci Stéphane Carcio. Message plutôt rassurant que vous nous avez donné ce midi sur l'évolution du marché du travail en France. Merci. Je rappelle que vous êtes chef de la division emploi et revenu à l'OCDE.